Albert Camus, juste le nom, ça évoque tout de suite l'absurde, la révolte, le soleil qui plombe en Algérie. Mais qui était l'homme avant de devenir une légende? C'est la question. Pour essayer de le découvrir, on va plonger dans les souvenirs de son mentor, qui était aussi son grand ami, Jean Grenier. Notre guide pour ce parcours, c'est ce livre. Et attention, ce n'est pas une biographie comme les autres, c'est plutôt un recueil de souvenirs personnels, vraiment intimes. C'est comme si on avait une fenêtre ouverte sur le quotidien que ces deux hommes ont partagé. Grenier nous le dit dès le départ, bien humblement. Il ne cherche pas à faire la grande analyse de l'œuvre. Non, son but, c'est de nous montrer l'homme tel qu'il l'a connu, avec une certaine pudeur, une réserve qui, selon lui, est au cœur des vraies amitiés. Alors allons-y. C'est vraiment ça la question qui est au cœur de notre exploration. Mettons de côté le prix Nobel, juste pour un instant. Qui était ce jeune gars de 17 ans, pauvre, malade, qu'un professeur de philosophie décide d'aller voir chez lui? OK, tout commence à Alger, en 1930. Grenier, c'est le nouveau prof de philo de Camus. Quand son élève tombe malade et manque l'école pendant un bon bout de temps, il décide d'aller lui rendre visite. La rencontre, disons qu'elle est mémorable, mais surtout c'est un énorme malentendu. L'impression que Grenier a, elle est terrible. Il décrit un jeune Camus qui a l'air bête, renfermé, presque hostile. Il se sent comme un intrus, comme s'il dérangeait. Il interprète ça comme de la révolte, une fierté un peu farouche face à lui, ce représentant de la société bourgeoise. C'est une image forte quand on y pense. Grenier est persuadé que c'est un refus catégorique. C'est un malentendu complet, une rencontre totalement manquée qui va le marquer pendant des années. Sauf que la vérité, c'était tout autre chose. Et voilà, le punch. 10 ans plus tard, Camus lui avoue ce que cette visite a vraiment signifié pour lui. Ce que Grenier avait pris pour de l'hostilité, c'était en fait une gêne profonde, l'incapacité d'un adolescent à dire merci. Cette visite, ça avait été comme une lumière dans sa pauvreté. Bon, passons maintenant à une autre facette du jeune Camus, son côté politique. On est à l'époque du Front populaire à Alger et c'est une période où ça bouillonne pas mal. Dans ce climat-là, Camus est un vrai moteur. Il organise des pièces de théâtre, des débats, il est partout. Grenier, en voyant toute cette énergie, lui suggère de joindre le Parti communiste, qu'il voit un peu comme l'aile marchande du mouvement. Et Camus accepte. Pas par idéologie pure, mais plus pour vivre l'expérience de l'intérieur. Et la motivation de Camus, qu'elle explique dans sa lettre à Grenier, est fascinante. Son adhésion n'est pas idéologique, elle est profondément humaine. C'est une révolte contre l'injustice, contre la souffrance. Mais son passage dans le parti ne durera pas. Quand le parti, pour des raisons de stratégie politique, retire son soutien à un parti nationaliste algérien, Camus, lui, refuse de suivre. Ses principes passent avant la ligne du parti. On voit déjà se dessiner l'homme révolté. On a l'image d'un Camus sûr de lui, mais Grenier nous montre une facette beaucoup moins connue, un doute presque constant qui le rongeait. C'est un contraste assez frappant avec son image publique. Prenons La Peste, par exemple, un de ses plus grands chefs-d'œuvre. C'est un livre qui défend les valeurs humaines face au mal, une œuvre qui a marqué des générations entières. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais avant que le livre sorte, Camus était rongé par le doute à propos de la peste. Il confie à Grenier qu'il a peur de décevoir. Cette angoisse-là nous montre à quel point créer était un vrai combat pour lui. Maintenant, L'homme révolté, son grand essai philosophique. C'est une œuvre qui lui a demandé des efforts immenses et qui a créé des polémiques assez intenses, notamment sa fameuse rupture avec Sartre. Et cette anecdote-là, elle illustre parfaitement sa frustration. On essayait tout le temps de le cataloguer, de le mettre dans une petite boîte politique. Et ce commentaire qu'il trouvait carrément inacceptable, ça l'a vraiment blessé. Camus refusait d'être un écrivain partisan. Ce qu'il cherchait, c'était une vérité humaine, pas de gagner un point pour une idéologie. On touche ici au cœur de la relation entre Grenier et Camus. Une différence philosophique fondamentale qui a nourri leur amitié et leur dialogue toute leur vie. En gros, la différence était la suivante. Grenier sentait qu'il appartenait à un arrière-monde, une sorte de réalité au-delà de ce qu'on peut voir, quelque chose d'intemporel. Camus, lui, c'est un homme de la terre. Son horizon, c'était l'humain, la vie ici et maintenant avec sa beauté et son absurdité. Camus a même dit un jour de Grenier « Ce n'est pas un humaniste ». C'était sa manière de résumer leurs différences. Pour Grenier, le salut se trouvait peut-être ailleurs. Pour Camus, s'il y avait un salut à trouver, c'était en plein cœur de la condition humaine. Pour finir, regardons les réflexions de Grenier sur la célébrité de son ami, surtout après la consécration suprême, et sur ce qui faisait la force de leur lien si spécial. À seulement 44 ans, il reçoit le prix Nobel. C'est immense.
Grenier raconte que l'annonce l'a complètement sonné. Faut dire que juste avant, Camus se demandait sérieusement s'il ne ferait pas mieux d'arrêter d'écrire. Il se sentait à sec, épuisé. Et c'est là que Grenier revient au cœur de son livre. L'histoire, elle va retenir les grands faits, les prix, les chicanes, mais elle va oublier l'essentiel, ce qui tisse une vie et une amitié au jour le jour. Et cette phrase finale du premier chapitre de Grenier, elle est d'une beauté. Wow! C'est un hommage à tout ce qui ne se dit pas, à tout ce qui, dans une relation, ne passe pas par les mots, mais qui en est pourtant le fondement. Au fond, ce que les souvenirs de Grenier nous laissent, c'est cette grande question. C'est sûr que l'œuvre, ça nous donne une porte d'entrée incroyable sur la pensée d'un créateur, mais derrière le mythe, il y a toujours l'homme, avec ses doutes, ses contradictions, ses amitiés silencieuses. Et cette partie-là, eh bien peut-être qu'elle nous échappera toujours.